C'est pas mal, hein. Je sors d'une réunion et je suis encore dans la transition et je suis, comment dirais-je, presque ému de vous voir là, tous trois. D'accord. C'est vrai. Lorsque nous sommes détricotés, enfin, en tout cas pour ma part, le fait de l'avoir été fortement a induit un besoin, ou en tout cas la réalité. La réalité, c'est que ce retricotage de qui je suis, de qui j'étais, de qui je suis devenu, s'est fait avec du temps. Et me semble-t-il, il aurait été très difficile pour moi que les choses s'opèrent très vite. Mais j'ai eu la chance qu'elles s'opèrent finalement de manière progressive et sur la base d'expériences métaboliques, de réelles expériences incarnées presque, et qui me semble-t-il, sont dans un premier temps pratiquement aussi importantes que ce qui peut être induit par la pensée. Et l'importance de l'agir est, me semble-t-il, fondamentale. Et donc quand effectivement vous mettez les corps en mouvement dans cette étape de reconstruction, quand la reconstruction devient expérientielle, voilà. Oui, quand elle est vécue. Là, quand elle est vécue, quand elle est incarnée, elle a une portée qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer et qui relève du métabolisme vraiment. Et ce qui s'opère en fait là, c'est, je crois, une espèce de prise de relais qui s'opère entre ce qui a été dit et ce qui a été vécu. Et le souvenir ne sera pas dans ce qui a été dit, mais le souvenir sera dans ce qui a été ressenti. Et je pense que là, le travail que vous faites est merveilleux en ce sens. Est merveilleux en ce sens. Parce qu'il met le corps en mouvement. Par rapport à cette question de la sensibilité, voire de l'hypersensibilité, je m'interroge aujourd'hui sur la source, finalement, de cette sensibilité, voire de cette hypersensibilité. Est-elle, pour le coup, pour employer les termes qui s'utilisent dans le contexte, est-elle innée, ou s'est-elle démultipliée compte tenu de ce que je vivais? Ou finalement, ces événements, cette violence, que sais-je, tout ça, n'a-t-il pas généré une acuité qui s'imposait dans le contexte pour résister et qui permettait de sentir les choses venir, se produire, etc. Ça, c'est une interrogation que j'ai. Ensuite, le constat que je fais, c'est que cette sensibilité-là, plus tard, inconsciemment, je l'ai tuée. Avec et j'ai compris bien plus tard, évidemment, en travaillant sur moi, mais cette désensibilisation-là, elle m'a permis de faire face et d'exister. En même temps qu'elle m'a éloigné de qui je suis. Et elle m'a éloigné de qui je suis, et en fait, lorsque j'ai compris ça, eh bien, j'ai pour le coup fait un travail très conscient pour essayer de revenir vers qui je suis et de me remettre au contact de qui je suis. Là, il y a un chemin aussi. Là, il y a un chemin qui est très très douloureux, qui demande beaucoup d'audace et de courage. Je suis parti, et parfois très très longtemps. J'ai vécu 8 ans aux États-Unis, je viens de rentrer. Et le constat que je fais, c'est que ce qui m'a manqué le plus, ce sont les gens. Et le constat que je fais, c'est que je me sens au contact de ces gens-là exactement comme il y a 8 ans. Donc c'est un peu comme si cette distance et ce temps n'avaient aucun pouvoir sur la relation d'amitié ou d'amour ou d'affection profonde. Pratiquement aucun pouvoir. Et donc on peut, comment dirais-je, il peut y avoir cette inquiétude, oui,
a pu y avoir pour ma part cette inquiétude de je vais les perdre, mais dans la réalité, ce qui m'a manqué le plus, ce sont les gens. Et le constat que je fais, c'est qu'en rentrant, ces personnes dont je parle, elles sont, la relation est inchangée. C'est habiter le monde, aller à la découverte du monde, aller à la découverte de l'autre, et finalement, à la fin, enfin à la fin en tout cas, à un moment donné, nous y sentir bien par la multiplication d'expériences à connotation positive qui permettent petit à petit de cheminer et peut-être petit à petit de nous rapprocher de qui nous sommes, même si c'est quelque chose qui est très difficile à faire seul, voire impossible, mais petit à petit de comme ça, de construire sur le socle d'expériences positives et de regard de l'autre et de souffle comme ça dans le dos et d'existence à travers l'autre et grâce à l'autre aussi. La reconnaissance, elle peut se produire, elle l'a pu. Il faut que je fasse très attention parce que ça peut être très différent selon les personnes. Pour ce qui m'a concerné, la reconnaissance, elle n'a pu advenir que lorsque un certain nombre de fondamentaux étaient en place. Et pour revenir à des choses très, très, très basiques, hein, mais voilà, je mangeais, je pouvais dormir, j'étais dans un lieu sécurisé. Cette question de la reconnaissance, avant, c'est même pas un sujet. C'est même pas un sujet. Après, ce qui est très intéressant, c'est peut-être de la regarder en fonction de certaines sphères ou strates de qui nous sommes. Et typiquement dans le monde du travail, il y a une espèce de confusion qui s'opère, je crois, entre un certain niveau d'attente en termes de reconnaissance, mais dans la réalité, la contrepartie du travail que nous faisons, c'est la rémunération. Et donc, ce qui est intéressant, c'est finalement, si cette entente est respectée, nous devrions être satisfaits, puisque l'objet du contrat, c'est je fournis des choses, je donne des choses à mon organisation, et la contrepartie, c'est elle me rémunère. Et dans la réalité, une immense partie d'entre nous attend plus de l'organisation, à savoir qu'elle nous reconnaisse davantage. Et ça, c'est très intéressant, puisque l'objet du contrat, il n'est pas là. Et donc, ça relève presque de la satisfaction client du point de vue de l'organisation. Et c'est fondamental. Et je ne suis pas en train de juger ça. Donc, voilà, ça, c'est par exemple dans la sphère professionnelle, c'est un sujet qui est sensible. Et puis ensuite, si on regarde cette reconnaissance dans la sphère, par exemple, familiale, eh bien là, on touche à toute autre chose, puisque c'est la façon que nous aurons de nous sentir, en tout cas, il faut que je parle de moi encore une fois, mais la façon que j'ai de sentir la présence de ma famille personnelle, celle que j'ai construite moi-même, eh bien, elle va nourrir évidemment cette reconnaissance-là. La question de la reconnaissance, je pense que la regarder comme d'une manière un peu globale rend finalement la chose un peu compliquée. En revanche, si on commence à la regarder, enfin quand je la regarde pour ce qui me concerne en fonction de strates qui font le qui je suis, j'arrive à mieux sentir les choses sur ce point particulier de la reconnaissance. C'est difficile de mesurer que finalement la reconnaissance passe par la connaissance. Finalement, à quoi bon lorsqu'à aucun moment, lorsqu'on a été soit abandonné, soit traité comme un animal, enfin, que sais-je, l'image que l'on a de soi-même, elle n'est même pas une réalité. C'est-à-dire que c'est un concept qui n'est même pas présent. Qui n'est même pas présent. Et donc, à quoi bon faire des efforts dans une projection qui est complètement hors du temps déjà. Et tout ce qui s'est opéré auparavant nous a presque amené dans... comment dirais-je, en tout cas, encore une fois, pardon, je dis c'est vraiment maladroit parce qu'il faut faire très attention, c'est tellement différent pour chacun, mais tout ce qui s'était opéré
induisait un biais terrible dans la relation au temps, dans la mesure où le caractère éphémère de la vie était une réalité. Et donc, c'est très difficile pour l'enfant de potentiellement faire le constat du caractère éphémère de la vie parce qu'il voit la violence autour, enfin parce que je voyais la violence autour de moi, je vais dire je comme ça, moi les choses sont claires, mais c'était même pas conscientisé cette notion du temps. Et donc, à quoi bon me projeter puisque demain tout peut basculer? À quoi bon? Franchement. Je veux dire, donc c'est même pas conscientisé, encore une fois, mais la réalité c'est qu'il y a une immédiateté finalement de l'existence qui fait que pourquoi me casser la tête? Pourquoi? Et c'est très difficile, donc je me suis réveillé tard. Je me suis réveillé à 20 et quelques années en me disant mais là il va falloir que je me mette à apprendre parce que ça ne va pas être possible. Et le faire avant était vraiment impossible pour moi. J'étais aspiré par autre chose et par le fait de tester quelque part, vraiment avec des guillemets, mais de tester Dieu. Et donc j'ai fait toutes les âneries possibles. Alors c'est ça le caractère éphémère des choses, c'est ça. Et donc j'étais sur ce fil pendant pas mal de temps. Et j'aurais pu tomber. Et c'est là où des figures formidables ont réussi à au moins me faire rester du bon côté. Et puis ensuite, j'ai effectivement pris conscience que la connaissance serait le socle de la liberté, mais beaucoup plus tard. Oui, j'allais dire, et en même temps, elle a fait au moins une très belle chose, c'est qu'elle vous a permis de vivre cette vie que vous vivez aujourd'hui, le fait d'être vivant, tout simplement, même si les débuts ont été chaotiques. Parfois, lorsque on a en face de nous, effectivement, des enfants qui n'arrivent pas à dépasser la colère, la rancœur, par rapport à ce qui a été vécu avec des parents extrêmement ou violents, ou pas du tout à la bonne place, voilà. C'est ce qu'on essaie de leur dire. Ils ont fait au moins une belle chose dans leur vie. Toi. Voilà. Je pense que ça peut être... même si, voilà, ensuite... C'est presque inaudible, ça, pour l'enfant. Mais sûrement, sûrement. Et mais c'est quand même grâce à elle que vous êtes sur cette terre et que... Voilà. Mais effectivement, c'est... Je me demande, je m'interroge, ça m'anime beaucoup à nouveau, et je me dis, quel serait, finalement, que pourrait être le message dans ce contexte-là, qui pourrait être le message audible dans ce contexte-là. Et là, il faudrait que je réfléchisse un petit moment pour ça. Mais en tout cas, ce qui me venait aussi, c'est une réalité, enfin, ça a été une réalité pour moi, c'est que j'ai pardonné plus vite à mon père, qui s'est quand même suicidé, qu'à ma mère, alors qu'en réalité, il y en a quand même bien un des deux qui a quand même eu le courage de vivre. J'ai pardonné plus facilement aux morts qu'aux vivants. Et là, il y a une forme d'injustice profonde, puisque ma mère a, pour le coup, continué à vivre. Et donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, et c'est peut-être l'un des angles, un petit début d'ouverture de ce que pourrait être un message audible, la réalité, c'est que cette personne, ce parent, il est aussi un maillon d'une chaîne où, à l'évidence, c'est inaudible peut-être pour l'enfant, mais à l'évidence, le parent fait de son mieux. Et j'ai compris beaucoup plus tard que ma mère faisait de son mieux. Et son mieux, c'était aussi à travers le prisme, à travers son propre chemin, sa propre histoire, et où la question de la reproduction des schémas est absolument terrible. Donc, à un moment donné, il y a sans doute un grand courage qui est de devenir, parce que les choses s'opèrent comme elles s'opèrent, mais celui qui va casser cette chaîne de la reproduction. Et c'est peut-être l'une des invitations qui pourrait nourrir un peu le jeune à ce moment-là, c'est voilà, ce chemin avant toi, il a été celui de tes grands-parents, de personnes avant elle, etc.
puis de tes parents. Et aujourd'hui, l'opportunité, elle est que toi, tu peux casser cette chaîne. Il y a un dîner récemment avec des amis, on parlait d'audace. Et alors la question c'était, un ami, alors, qu'est-ce que tu as fait de plus audacieux dans ta vie? Et alors chacun répondait, et je vais vous dire, franchement ce que j'ai répondu moi, c'est le jour où j'ai décidé de travailler sur moi. Ça a été l'acte le plus, j'en ai vraiment le plus courageux. Ça a été d'une douleur immense, mais ça a été l'acte le plus audacieux, et je me réjouis, pas tous les jours évidemment, mais je me réjouis d'avoir été courageux à ce point-là, avoir été courageux. Aller voir qui nous sommes, aller à la rencontre de qui nous sommes fondamentalement, et de tout, et inviter nos démons à notre table, comme le disait très bien le thérapeute qui m'a fait cheminer de manière fantastique. Invitez vos démons à votre table. Non? Ça c'est courageux. Il y a une petite phrase d'un monsieur qui s'appelle Alain Chevalier-Maumel qui dit « Les idées appartiennent à tout le monde ». Et là, c'est très très intéressant du point de vue des organisations, puisque à partir du moment où je fais le deuil d'une idée, c'est-à-dire que plus je vais être aligné, et plus je vais pouvoir faire facilement, je crois, le deuil de mes idées. Et donc, cette co-construction qui s'est opérée sur ce point particulier entre vous deux, elle est fondamentale et magnifique. Et après, à qui appartient l'idée, finalement, c'est pas très important. Mais justement, on en parlait, la reconnaissance, etc., et toute cette complexité, la proximité avec qui nous sommes, etc., fait que parfois c'est difficile pour certains de faire le deuil de leurs idées. Alors que l'invitation, elle est vraiment là, et j'adore quand ce monsieur, j'ai entendu cette phrase, j'ai beaucoup aimé quand ce monsieur a dit ça. Il a dit les idées appartiennent à tout le monde. Et je dis ça à mon équipe aujourd'hui. Que tout en cultivant l'humilité, je trouverais formidable que les éducateurs, que toute l'équipe dans son ensemble, que ces merveilleux partenaires grâce auxquels l'association peut vivre, que ces merveilleux scientifiques, ces merveilleux ingénieurs, que toutes ces parties prenantes mesurent à quel point leur action est précieuse, à quel point potentiellement pour partie à leur insu, ils ont un impact fantastique sur les trajectoires. Et je serais très heureux si cette journée, quoi qu'il arrive d'un point de vue météorologique, soit merveilleuse, si les gens se sentent bien, si les gens sont heureux d'être ensemble, si les enfants sourient, si les gens prennent du plaisir, si la convivialité est là, alors je serai très heureux. Et si toutes ces conditions sont réunies, les métabolismes se souviendront. Et ça, dans le temps, c'est merveilleux. Profitez bien, célébrez, parce que c'est fondamental, et placez le plaisir au cœur, si c'est possible, de cette journée. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci.